Alors, on revient sur les exercices du début du TD, donc des exercices d'application quasi directe. Alors, le problème est le suivant. Vous prenez des rails de Laplace qui sont sur lesquels est posé un barreau. Hop. Et ce barreau est soumis à une force constante F de la part d'un opérateur extérieur. Cette force, vu que vous avez un champ magnétique B qui est ici, va enclencher un déplacement du barreau et on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors première question, quel est le sens du courant induit? Ensuite, la vitesse augmente pour tendre vers une vitesse limite, quelle est la valeur de ce V limite? Alors là, on va éviter de faire tous les calculs, mais globalement, on va raisonner avec Lenz. Qu'est-ce qui cause l'induction du courant? Ben, c'est cette force. Cette force tend à vous faire déplacer le barreau par là, donc augmentation de la surface, donc augmentation du flux. Résultat, il va se trouver un courant induit qui va avoir tendance, même s'il n'y arrivera pas, mais tendance quand même, à ralentir et à compenser, essayer de compenser cette force. Et ce courant, pour qu'il soit dans ce sens-là, vous voyez qu'avec le B qui va en l'air et la force qui doit aller vers la gauche, je dois avoir un courant induit qui va être dans ce sens-là. Donc si on faisait les calculs, on trouverait un courant induit dans ce sens-là. Deuxième chose, ça tend vers une vitesse limite. Quelle est la valeur de la vitesse limite? Ben, la valeur de la vitesse limite, elle est atteinte quand la norme de la force de Laplace est égale à la norme de la force que l'opérateur exerce. La norme de la force de Laplace, elle s'écrit IBL. Donc en fait, il faut que je calcule quand même I. Alors on va utiliser Faraday. Donc si je mets le I dans ce sens-là pour être sûr de l'avoir positif, vous voyez que la surface, le vecteur surface est vers le bas, comme ça. Et donc phi qui vaut B scalaire S va être égal à moins BL X, on va dire, si on se déplace avec le sens des X ici, et puis le 0 comme ça, et puis la position va être donnée par la position du barreau là, donc la surface c'est Lx. Donc j'obtiens un phi qui vaut moins BLx, donc un E qui vaut moins d phi sur dt, moins par moins ça fait plus, donc plus BLV. Donc je me déplace à une certaine vitesse V et vous allez avoir que I c'est E sur R et donc c'est BL sur R V. Donc si je remplace là-dedans, je me retrouve avec du BL au carré V limite sur R qui doit être égal au fameux F. Et donc le V limite, ça va être FR sur BL au carré. Pas besoin de s'embêter à résoudre l'équation différentielle. On va trouver comme d'habitude une équation différentielle du premier ordre, puisque la force va être proportionnelle à la vitesse ici, la force qui sert de force de frottement fluide, c'est-à-dire en fait la force de Laplace, qui devient de plus en plus importante à mesure que la vitesse augmente. Donc ça, c'est pour l'exercice 2. Alors, au niveau de l'exercice 5, on va avoir deux rails de Laplace, comme ça, avec des barreaux qui sont posés dessus et qui se baladent chacun à une vitesse différente. Vous en avez un qui part à V0, il y en a un autre qui part à une vitesse V1. Les vitesses donc valent respectivement V0 et V1. Quel est le chemin électrocinétique équivalent, sachant que la résistance de chaque barreau vaut petit r. Donc là, implicitement, on ne considère que les résistances de chacun des barreaux. Et quelle est la valeur de l'intensité du courant induit? Donc le schéma va être comme ça. Bien entendu, il ne faut pas oublier de mettre
notre champ magnétique, ici perpendiculairement à la surface. Et donc on a deux résistances petit r qui sont là-dedans. On va négliger la résistance de cette partie-là du circuit. Et le fait qu'il y ait un déplacement, il va y avoir certainement un courant induit. Alors là j'ai pas envie de réfléchir à dans quel sens il va être induit, ça va dépendre de toute façon des vitesses, donc laissons-le comme ça. Et je vais mettre mon courant, choisir l'orientation du courant, de sorte que le flux soit facile à calculer. Phi, ça va être, alors si j'ai les x qui sont comme ça, la position là je l'appelle x0, la position là je l'appelle x1. Le phi en question va être égal à donc b scalaire s, b multiplié par la surface, et la surface c'est x0 moins x1. Donc le E induit c'est moins dφ sur dt, c'est moins BL, et puis les seules choses qui changent c'est les x0 et x1, donc je me retrouve avec du moins BL, V0 moins V1. Résultat, l'intensité du courant induit, ça va être E divisé par 2R, donc ça va être BL sur 2R, facteur de V1 moins V0. C'est positif si vous avez que V1 est supérieur à V0, c'est-à-dire si le deuxième est en train de rattraper le premier, la surface diminue, donc le flux diminue, donc le circuit réagit en créant un champ magnétique qui va avoir tendance à augmenter le flux, et aussi ça va avoir tendance à freiner le barreau qui est là, ou alors dans l'autre sens à accélérer le barreau qui est devant. Donc s'il y en a un qui est en train de se faire rattraper, il est freiné, l'autre est accéléré, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variation, c'est-à-dire qu'il y ait égalité des deux vitesses. Si au contraire V0 est plus grand que V1, c'est-à-dire que lui commence à prendre de l'avance, vous voyez que le I est négatif, c'est-à-dire qu'en fait il circule dans l'autre sens. Avec une circulation dans l'autre sens, c'est le premier qui est freiné et le deuxième qui est accéléré, pour essayer de compenser et de récupérer son système. Voilà, et donc là ça suffit pour répondre aux questions qui ont été posées dans l'exercice. Alors un petit complément sur cet exercice 5, par rapport à ce qui a été demandé dans l'énoncé, on va essayer de déterminer l'évolution, sachant qu'il y avait une vitesse initiale pour V0 et pour V1, qu'on va dire V0 de 0 c'était grand V0 et V1 de 0 c'était grand V1. Et j'aimerais savoir vers quoi tendent chacune des vitesses de ce système. Donc on a déjà calculé le courant qui va circuler là-dedans, et donc maintenant il va falloir faire une RFD pour chacun des barreaux qui en sont tous les deux de masse petit m. Et en faisant ça, alors si on prend la RFD sur le barreau 0, donc celui de droite, on a M dV0 sur dt qui va être égal à la seule force qui s'exerce, c'est-à-dire la force de Laplace. Et cette force de Laplace, I est dans ce sens-là, B est par là, elle est selon plus EX, donc ça va s'écrire IBL selon EX. Donc ça dépend, étant donné que le I est donné ici, ça me donne du BL carré sur 2R, V1 moins V0, donc on a bien dit que si V1 par exemple est nul et V0 ne l'est pas, c'est une force qui va s'opposer au déplacement. Au contraire, si V1 est plus grand, c'est une force qui va avoir tendance à le pousser un petit peu. Si on fait la RFD sur le barreau 1, à ce moment-là, j'ai M dV0 dV1 sur dt qui va être égal à la force de Laplace de ce côté-là. Mais de ce côté-là, la force de Laplace, elle est vers l'arrière, donc elle va être en moins IBL, donc en moins BL carré sur 2R
V1 moins V0. Alors là maintenant vous avez un système différentiel à deux inconnus qui sont V0 et V1. La dérivée de V0 dépend de V0 et de V1, la dérivée de V1 aussi. Donc on a une équation, on va l'appeler l'équation 0 et l'équation 1 pour garder la numérotation à l'informaticienne. Et regardons voir ce qui se passe. Donc déjà on remarque que le second membre sont opposés, donc si on fait 0 plus 1, on se retrouve avec m qui est en facteur puisque c'est la même masse. La dérivée par rapport au temps de la somme V0 plus V1 qui est égale à 0. Ça veut dire que V0 plus V1 c'est égal à une constante, et cette constante en l'occurrence c'était la valeur initiale V0 plus V1 en majuscule. Donc ça c'est déjà une première chose, on sait que la somme des deux vitesses reste constante. Deuxième chose, si on fait 0 moins 1, ou 1, on va peut-être faire plutôt 1 moins 0. Donc le m est en facteur de la dérivée de V1 moins V0. Et dans le second membre, j'ai celui-ci moins celui-là. Donc en fait j'ai moins deux fois la même chose. Ça me donne du moins BL carré sur R, le facteur 2 est passé, V1 moins V0. Et là, vous voyez que j'ai une seule variable que je peux appeler grand D pour différence. Et donc, je me retrouve avec une équation du type dd sur dt, la dérivée de la différence, plus BL carré sur MR fois la différence est égale à 0. Et donc cette différence, elle diminue exponentiellement, puisque du coup, je peux calculer que c'est la dérivée, la différence initiale, exponentielle moins t sur taux, avec le taux qui vaut toujours ce qu'on a trouvé jusqu'à présent du MR sur BL carré. Et donc, V1 de t moins V0 de t, c'est égal à V1 moins V0 exponentielle moins t sur taux. Bon, avec la somme et la différence, si je fais la somme de la somme et de la différence, je me retrouve avec 2V1, donc on se retrouve avec V1 de t qui écrit V0 plus V1 sur 2 plus V1 moins V0 exponentielle moins t sur taux. On voit que la vitesse tend vers la vitesse moyenne qu'on avait au départ pour V1 et pour V0, ça va être la même chose. Je somme celui-là et je soustrais la différence. Donc ça va être V0 plus V1 sur 2 moins V1 moins V0 exponentielle moins t sur taux. Donc il y a moyen de remonter aux expressions des deux vitesses, puisque là c'est relativement sympathiquement symétrique dans les deux expressions. À l'exercice 6. Donc dans l'exercice 6, vous avez une barre qui est tractée. Alors là, c'est toujours ça s'appuie toujours sur le même type de raisonnement. Donc vous avez votre barreau qui est là, hop, qui est accroché ici à un machin, qui avec une masse grand M ici, une poulie, qui va tracter votre barre avec une force constante. Avec une tension de la force quasi constante. Il va falloir vérifier et regarder à quoi ça correspond. Donc on a une résistance R qui relie les deux barres. Donc là en fait on a une résistance grand R. Voilà. Et un champ B qui, comme d'habitude, est gentiment perpendiculaire ici à votre système. Bien. Déterminer l'expression du courant induit et la puissance électrique dissipée dans grand R. Bon, on va écrire, on va mettre le I dans ce sens-là, on verra bien ce que ça va donner. Ça veut dire que le vecteur surface est bien gentiment dans le même sens ici
que ce champ B. Donc le flux, c'est écrit B scalaire S, va être égal à B multiplié par L fois, alors on va poser hop, X, la direction qui est par là, donc L fois X. Donc, le champ, la force électromotrice, c'est moins dφ sur dt, elle va s'écrire moins BL, la dérivée de X, c'est-à-dire Vx, et vous avez que cette force électromotrice est aussi égale à RI, comme d'habitude, puisque votre schéma, vous avez votre E qui est par là, hop, et le I qui a été choisi dans ce sens-là, et vous avez que cette tension-là, en convention récepteur, c'est RI, et cette tension-là, c'est aussi E, donc ça nous permet d'avoir ça. Donc j'ai une expression de I qui vaut moins BL Vx sur R. Tiens, et visiblement, si V est positif, donc après qu'on l'ait lâché, normalement, c'est le cas, si B est positif, vous devriez avoir un courant qui est négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est en train de tirer par là, donc Laplace va faire quoi avec Lenz? Je dois avoir une force de Laplace dans l'autre sens, et pour avoir une force de Laplace dans l'autre sens, il faut en fait que le courant traverse dans ce sens-là le barreau, et ça me donne la bonne disposition, et donc effectivement le I, tel que je l'ai défini ici, doit forcément être négatif. Ça me permet de vérifier ça. Là, j'ai le I, et si je regarde la puissance dissipée par effet Joule, c'est simplement RI carré, et donc ça va s'écrire BL carré sur R fois la vitesse au carré, vitesse qui a priori dépend du temps. Alors, déterminer la force qu'il faut exercer sur la barre pour maintenir constante la vitesse de la barre. Alors notez que là, normalement, on a une force déjà qui est imposée par ce truc-là. C'est plutôt une manière de procéder au système. Et puis vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui va tirer un petit peu plus sur votre fil. Et donc, pour maintenir constante la vitesse de la barre, sachant que le système se déplace à une vitesse donnée, il faut qu'en fait la norme de la force de Laplace soit égale à la norme de la force que vous imposez. Comme elle se compense, j'ai une résultante qui va être nulle, et plus rien ne va jouer à ce niveau-là. Bon, donc la force de Laplace, c'est ILB, qui doit être égale à la force que vous avez là. Le I en question, en valeur absolue, le I en question va être donné par là, donc je vais avoir du BL carré sur R Vx qui doit être égal à la force, et donc vous trouvez la valeur de la force qui doit être imposée en fonction de la vitesse que vous voulez avoir. Et si je veux calculer la puissance de la force, de cette force-là, ça va être la force scalaire à la vitesse, les deux sont dans le même sens, donc ça va être simplement la norme de la force fois la vitesse, donc ça va être du BL carré sur R Vx fois Vx. Ah bah tiens, si vous regardez cette expression-là et cette expression-là, ce sont les mêmes. C'est tout simplement parce que l'énergie qui est fournie par l'opérateur pour garder ce truc constant est exactement l'énergie qui est dissipée par effet Joule par unité de temps. Donc la puissance fournie par l'opérateur, c'est la puissance dissipée par effet Joule dans notre système, puisque sa vitesse, elle, ne change pas, et donc d'un point de vue mécanique, il ne se passe rien dans votre système. Alors l'exercice 8, c'est une reprise de l'exercice avec les deux barres qui se déplacent. Donc, ils ont changé un tout petit peu la perspective, ils prennent un petit peu dans l'autre sens. Donc on a une barre AB, on a une barre CD, on a un champ magnétique qui est comme ça, perpendiculaire à votre système. Vous avez l'axe des X qui est par là,
l'axe des Y qui est l'axe des barres, et puis l'axe des Z qui est l'axe du champ magnétique, X, Y, Z, ça marche, ils l'ont fait dans le bon sens. Déplacement sans frottement des barreaux, histoire de ne pas se compliquer la vie. On a un circuit qui est contenu là, et puis on vous dit un opérateur déplace le conducteur à une vitesse constante AB, le conducteur AB a une vitesse constante de V1. Donc là vous avez votre vitesse V1 qui va être une vitesse constante, le conducteur CD étant maintenu immobile, donc là vous aurez un V2 qui est nul. Calculez l'intensité du courant qui circule et la force que l'opérateur exerce sur AB. Bon, bah, là, on revient toujours à la même chose. Étant donné que j'ai un déplacement par là, je vais devoir avoir quelque chose, une force qui va s'exercer dans l'autre sens, donc un courant qui va aller par là. Donc on va choisir tout de suite pour une fois le courant dans le sens tel qu'on s'attend à ce qu'il soit positif, ce qui veut dire que le vecteur surface comme ça descend vers le bas, hein, vu l'orientation que j'ai choisie pour I. Donc le flux qui s'écrit B scalaire S, ça va être moins B fois la largeur L et fois le CA. Donc le CA en l'occurrence c'est, on va appeler ça X1 et là c'est X2, donc ça va être du X1 moins X2 puisque ici il est orienté vers la droite, donc positivement dans ce sens-là. Le E qui vaut moins dφ sur dt, c'est moins par moins, ça fait plus BL V1 puisque V2 est égal à 0 par hypothèse et reste égal à 0. Donc je vais juste avoir ça. Donc pour calculer l'intensité du courant, bah, on dit que la résistance du rail est négligeable, la résistance totale des deux des conducteurs mobiles est grand R. On a mis I vers le bas, on met donc le E induit vers le bas, avec I comme ça, c'est cette tension-là qu'on calcule, et ce E est donc égal à RI, et donc I se retrouve avec du BLV1 sur R. Comme j'ai déjà mis I dans le sens où je m'étais dit, bah, pour avoir une force de la place par là, il faut que le I aille par dans ce sens-là, il faut bien que j'ai un I qui soit positif. Pour la force que l'opérateur doit exercer, bah, vous avez que V est constante. Ça veut dire que l'accélération ici va être égale à 0. L'accélération projetée suivant x est nulle. Et donc la force projetée suivant x doit être nulle. Et cette accélération, c'est multiplié par la m, par sa masse. Ça va être la force effectivement exercée vers la droite en norme, moins la norme de la force de la place, puisque la force de la place va être vers la gauche, donc ça va être du F moins I LB ou IBL, avec le I qui s'écrit ici, donc ça c'est censé être nul, donc j'ai que ma force va être égale à BL carré sur R fois V1. Donc ça c'est la force que doit exercer l'opérateur pour maintenir une vitesse constante, donc en réponse à cette première question. Bon, la deuxième question de l'exercice, on vous dit que le conducteur se déplace toujours à une vitesse constante V1, par contre on lâche CD à t égale 0 avec une vitesse nulle et il se met en mouvement. Alors, qu'est-ce qui change dans votre système? Vous avez toujours que le flux s'écrit moins BL x1 moins x2. Bien. V1 est constant, mais Faraday, donc il s'écrit moins dφ sur dt, ça va être du BL V1 moins V2. Et avec ce V2, on va pouvoir écrire l'équation différentielle et donc le I correspondant, ça va être E sur R, et donc c'est BL sur R, V1 moins V2. Si on fait la RFD sur CD, qui est projeté sur X,
on se retrouve avec m dv2 sur dt, avec m la masse du deuxième barreau, qui est égale à la seule force qui s'exerce, c'est-à-dire la force de la place. Étant donné que I est dans ce sens-là, B vers le haut, la force va être vers la droite, donc ça va être du IBL plus IBL selon X, donc du BL carré sur R V1 moins V2. Donc, en passant les choses de l'autre côté, j'ai du dV2 sur dt plus BL carré sur MR V2 qui est égal à BL carré sur MR V1. Et on voit que V2 au cours du temps, ça va tendre vers V1, ça part de 0 et ça tend vers V1. Donc on a une résolution classique en V1 un facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, avec le taux qui a toujours l'expression MR sur BL carré. Donc là on a l'expression de la vitesse à tout mot. La question c'est... La question 3 correspond à chercher l'énergie cinétique finale, donc l'énergie cinétique à l'infini. Donc en gros, vous voyez que c'est un demi de m v2 de l'infini au carré, et donc c'est un demi de m v1 carré. Dans cette situation-là, l'énergie cinétique finale acquise par CD, c'est le 1 demi de mv1 carré. Après, si, alors ça c'est pour tout le temps, et puis après, si on regarde l'énergie cinétique à l'instant t, c'est simplement 1 demi de m v2 de t au carré. Bon, quand on fait les calculs, j'aimerais savoir quelle est l'énergie dissipée par effet Joule. L'énergie dissipée par effet Joule, c'est l'intégrale de 0 à t de r i carré de t dt. Donc, je me retrouve avec le I qui était ici, donc du BL avec V1 moins V2, mais mon V1 moins V2 de T, donc en gros BL sur R, donc R fois ça au carré, fois V1 moins V2 de T au carré dt. Or, le V2 de T, c'est V1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc quand je fais cette différence-là, je me retrouve avec du V1 exponentielle moins t sur taux à l'intérieur de la parenthèse. Donc en sortant ce que je peux sortir, j'ai du BL carré, il me reste un R ici. L'intégrale de 0 à t, j'ai du V1 carré qui va ressortir, exponentielle moins 2t sur taux dt. Et donc, BL carré sur R, V1 carré, je regarde entre 0, j'ai du moins taux sur 2 exponentielle moins t sur taux, entre 0 et t, et ça s'écrit relativement gentiment, V1 carré, taux sur 2, facteur de 1 moins exponentielle, alors il y a des 2 que j'ai oublié, moins 2t sur taux. Donc l'énergie dissipée par effet Joule va être donnée par cette expression-là. L'énergie cinétique est ici. Et si je calcule le travail de la force exercée par l'opérateur pour que ça fonctionne, il va falloir que ici je change un tout petit peu, parce que la force doit toujours valoir IBL, mais avec un I qui varie. Donc ça va être la somme de 0 à t de f de t fois V1, qui lui est constant. Mais le f de t, il vaut BL carré sur R, V1 moins V2 de t. Donc en gros, je retrouve avec mon V1 exponentielle moins t sur taux. Donc je me retrouve avec l'intégrale de 0 à t
de BL carré sur R, V1 carré, exponentielle moins T sur taux dt. Bon, là, quand j'intègre ça, c'est assez facile de voir que je devrais obtenir du BL carré sur R, V1 carré, taux, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Alors, j'ai trois choses. J'ai l'énergie cinétique acquise par mon système. Donc, quand je l'écris, ça me fait du 1 demi de M V1 carré facteur de 1 moins 2 fois exponentielle moins T sur taux plus exponentielle moins 2T sur taux. Ça, c'est l'énergie cinétique acquise. J'ai l'énergie cinétique qui est dépensée par effet Joule. Et cette énergie, logiquement, elle doit être transmise via le travail de cette force-là. Donc la somme de ces deux trucs, c'est censé me donner ça. Vous voyez que le taux fois ce terme-là, ça me donne, il me reste juste le m. Donc là, j'ai du m V1 carré facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Là, j'ai du 1 demi de m V1 carré facteur de 1 moins exponentielle moins 2t sur taux. Alors, voyons voir, si je somme ces deux termes-là, les exponentielles moins 2t sur taux se simplifient bien. Ceux-là, ils se somment, donc j'ai un 2 en facteur. Quand je le sors, j'ai bien mv1 carré facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, c'est-à-dire celui-là. Donc, on peut vérifier que l'énergie cinétique à l'instant t acquise par ce bloc CD plus l'énergie dissipée par effet Joule est égale au travail de la force qui est utilisée pour maintenir votre système à vitesse constante. Allez, on continue notre petit TD avec l'exercice 11. Bon, alors l'exercice 11, ici l'énoncé a choisi de vous faire une vue du dessus. On a un générateur de tension, de force électromotrice E0, deux rails de Laplace et un barreau qui est posé entre les points A et A'. On définit un repère avec X par là, Y par ici et Z qui monte vers vous. Le champ magnétique va être, selon EZ, vers vous. Hein. Vous avez un champ magnétique qui s'écrit BEZ. Et la barre est lâchée sans vitesse initiale à t égale 0 et on veut savoir ce qui va se dérouler par la suite. Bon, à t égale 0, vous avez le générateur qui va avoir tendance à faire circuler un courant dans ce sens-là. Le courant étant par là, le champ magnétique vers vous, vous allez avoir apparition d'une force de Laplace qui va aller vers la droite. Donc ça, c'est initialement. Puis, étant donné que vous avez une augmentation de la surface, la loi de Lenz dit que le courant qui va être induit à l'intérieur de votre circuit va avoir tendance à donner une force, va être à l'origine d'une force dans l'autre sens, ou de manière équivalente, va avoir tendance à annuler ce courant-là, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le barreau va aller tellement vite que la force électromotrice induite va compenser exactement celle qui est ici et va avoir tendance à l'annuler. Voilà, donc déterminer le sens de la force de Laplace ainsi que celui de la force électromotrice induite. La force électromotrice induite, en vrai, va être dans le sens contraire de 0, de sorte à essayer de la compenser. Alors, s'agit-il d'un fonctionnement moteur ou générateur? C'est un fonctionnement moteur de votre système puisque vous avez ici une force électromotrice qui va produire un mouvement et puis ce mouvement va se faire jusqu'à atteindre une vitesse limite et c'est ça qu'on va essayer de mettre en évidence. Donc ça, c'était la réponse au 1. La réponse au 2 va être de déterminer la force électromotrice induite ainsi que l'équation électrique. Tout simplement, on va écrire phi qui est B scalaire S avec le sens dans lequel j'ai placé le courant poussé par la force électromotrice. On va avoir un S
qui va avoir tendance à sortir comme ça, dans le même sens que le champ magnétique. Donc on a simplement B fois S, et en disant que cette longueur-là s'écrit petit l, et que là j'ai 0, et puis ici je suis à la position X, ça nous donnera du BLX. Et donc la force électromotrice induite va être du moins dφ sur dt. Seule chose qui varie au cours du temps, c'est X. Donc je me retrouve avec du moins BL fois la vitesse. Donc on va noter V, la vitesse selon X de mon système. Si je regarde l'équation électrique correspondante, j'ai toujours mon E0. Mon rail de Laplace dans son ensemble est équivalent à une résistance. Et ici, j'ai une force électromotrice induite qui va être induite dans le même sens que, enfin, dont l'orientation pour être en accord avec la loi de Faraday doit être dans le même sens que le courant que j'ai choisi pour l'induire. Ce qui veut dire que le signe ici, comme vous voyez qu'il est de signe négatif quand V va être positif, vous avez qu'en vrai, elle va être dans l'autre sens comme on l'avait prédit tout à l'heure. L'équation électrique me dit que E0 plus E, c'est la tension qui est ici aux bornes de la résistance. Étant donné qu'on est en convention récepteur, c'est égal à RI. Donc on se retrouve avec cette expression de l'équation électrique pour le système. Après, on vous demande de déterminer l'équation mécanique du système. Pour ça, il va falloir faire une RFD sur le barreau, une loi de la quantité de mouvement, sur le barreau. Et elle me dit cette RFD projetée suivant X, donc selon EX, on a dV sur dt, mdv sur dt, qui est égal à l'ensemble des forces selon X. Alors vous avez le poids qui vraisemblablement est vers le bas, la réaction normale qui est vers le haut, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Et donc on se retrouve avec ici simplement la force de Laplace. Alors avec le I total qu'il y a dans votre circuit, IB, ça me donne un F qui est selon plus X, donc je me retrouve avec du IBL selon EX, d'où mon équation mécanique. À partir du moment où j'ai l'équation mécanique, j'ai un lien entre I et V, puisque I, il va s'écrire, vous voyez, E0 moins BLV sur R. Donc j'ai bien qu'à mesure que la vitesse augmente, I va avoir tendance à diminuer, donc on tire de moins en moins fort, enfin, la force équivalente de Laplace va être de moins en moins importante. Je remplace ça là-dedans, donc je me retrouve avec du E0 sur R moins fois BL, il ne faut pas oublier. Faites attention parce qu'il y en a à deux endroits à chaque fois, mais ayez en tête que systématiquement il y a un endroit devant le V où le BL doit intervenir au carré, donc si vous en avez oublié un, vous allez vite vous en rendre compte. Sur R fois V, et donc l'équation différentielle que vérifie la vitesse, c'est dV sur dt plus BL carré V sur MR qui sera égal à E0 BL sur MR. Donc ça c'est l'équation différentielle, ce qui me permet d'exprimer V de t sous la forme, comme je commençais avec une vitesse nulle, j'ai forcément du 1 moins exponentielle moins t sur tau, avec le V limite qui est tel par théorème de la main gauche, qui est tel que cette équation-là soit vérifiée. Donc le MR se simplifie, le BL aussi, et donc je me retrouve, une fois, je me retrouve avec un V limite qui est tel que E0 est égal à BLV, donc c'est du E0 sur BL, et une constante de temps tau qui va s'écrire MR directement ici, MR sur BL carré. Donc là j'ai l'expression de la vitesse au cours du temps, et quand je prends le I au cours du temps, vous voyez que ce I il peut s'écrire V limite moins V divisé par RBL,
plutôt multiplié par BL, il faut que je me retrouve avec mon BLV. BL fois V limite, ça fait E0, donc c'est ça. Ça, c'est dans le bon sens. Résultat, V limite moins V, il y a le 1 qui va partir, il va me rester que l'exponentielle. Donc je me retrouve avec du V limite BL sur R exponentielle moins T sur taux. Et ce V limite BL sur R, je peux aussi l'écrire tout simplement, et ça permet de vérifier que c'est bien homogène, E0 sur R exponentielle moins T sur taux. Donc j'ai une expression explicite du courant, et vous voyez que le courant part de E0 sur R, qui est le courant si jamais il n'y avait pas d'induction, et va tendre vers 0 du fait de cette loi de Lenz, dont l'effet, le courant induit va tendre à s'opposer à ça, et ça c'est la partie induite du courant qui s'oppose au courant de base E0 sur R. Donc on a l'expression de V de T, on a l'expression de I de T, maintenant vous commencez à connaître la chanson. On peut calculer l'énergie qui a été dissipée par effet Joule. Là-dedans, c'est la somme de 0 à l'infini si on veut l'énergie totale dissipée, donc il faut bien regarder jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à ce que le courant s'annule des R à I carré dt. Donc le R, je voyais que j'ai du E0 carré, il y a un R qui va se simplifier avec ce R carré, mais il en reste un en dessous, multiplié par mon exponentielle au carré, et quand je l'intègre, cette exponentielle, c'est moins taux sur 2 exponentielle moins 2t sur taux, entre 0 et l'infini. En infini, ça me donne 0, en 0, ça me donne juste le taux, donc j'ai mon énergie dissipée par effet Joule, qui vaut 1 demi de E0 carré sur R fois taux, et taux c'est MR sur BL carré. Donc on a du 1 demi de M E0 sur BL au carré. Tiens, et ça c'est exactement ma vitesse limite. 1 demi de vitesse limite au carré. Donc ça, c'est l'énergie qui est dissipée dans la résistance. Alors là, attention, contrairement au cas où on avait lancé le truc et puis rien mis dedans, et on s'était rendu compte que l'énergie cinétique initiale était entièrement dissipée sous forme d'effet Joule, là, il se trouve que cet effet Joule s'écrit comme une énergie cinétique, et ça, c'est l'énergie cinétique qu'on gagne, et non pas l'énergie cinétique qu'on perd lors de cette évaluation, de cette évolution. Et donc on va pouvoir essayer de regarder aussi la variation d'énergie mécanique. La variation d'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Initialement, j'avais une énergie nulle, puisque la vitesse était nulle, et à la fin, je me retrouve à 1 demi de m V limite au carré. Donc il y a non seulement 1 demi de mv limite au carré qui a été dissipé dans le système, mais il y a aussi 1 demi de mv limite au carré qui a été donné au barreau pour le faire avancer. Ce qui veut dire que en fait le générateur, lui, a fourni 2 fois 1 demi de mv limite au carré, donc mv limite au carré. Donc on va essayer de vérifier ça. Le travail, je vais le faire là puisqu'il me reste encore un petit peu de place, le travail électrique, ça va être la somme de 0 à l'infini de E0 fois I de t dt. Hein, c'est la puissance électrique fournie par le générateur fois dt, puisque ça c'est le courant qui est effectivement fourni par le générateur, même s'il est modulé par l'induction, c'est lui qui doit quand même réussir à le faire passer. Et le I, vous voyez que j'ai de nouveau du 0 carré sur R quand je remplace l'expression du I qui est quelque part par là. Et je me retrouve avec l'intégrale de 0 à l'infini d'exponentielle moins t sur taux, donc du moins taux exponentielle moins t sur taux, entre 0 et l'infini. Et vous voyez que ça me fait E0 carré sur R fois taux. Et vu l'expression de taux qui est encore ici, je me retrouve avec du M, V limite au carré, ce qui est bien égal à l'énergie dissipée par effet Joule plus la variation d'énergie mécanique de votre système lors de cette évolution. Ça veut dire que
Ici, votre système a gagné de l'énergie qu'il a dilapidée sous forme de chaleur dans l'atmosphère et récupérée sous forme d'énergie cinétique. Et la cause, enfin, la source de cette énergie, c'était votre générateur qui vous permet bien d'avoir ce système-là et ces informations. Pour l'exercice 12, alors ça tourne toujours autour d'histoire de rail. Donc on a un générateur accroché à une résistance comme ça. Donc, on a un certain E de T indiqué, une force électromotrice E de T qui vaut E0 cosinus oméga T. Alors on va commencer à faire bouger les choses. On a une résistance interne petit r. On a le barreau qui est entre deux points M1 et M2 ici, et il est accroché, ce barreau, à un ressort, hop, tel que l'origine ici, hop, ce soit que là on est la longueur L0. Donc on a une position X du barreau qui varie dans le temps, et on veut essayer de déterminer ce qui va se passer. Alors on va noter A, cette distance-là. On va noter L, cette distance-là. On va ne pas confondre avec la longueur du ressort, mais on va essayer de faire attention. Et on veut déterminer l'équation du mouvement de la barre. Alors, bien sûr, pour avoir l'équation du mouvement de la barre, il faut faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur mon système. Mon système, c'est la barre. Et au niveau des forces qui s'exercent sur lui dans le référentiel galiléen du laboratoire, vous allez avoir bien entendu la tension du ressort qui va s'écrire moins kx EX, puisque x c'est la différence entre la longueur effective du ressort et la longueur à vide. J'ai mis mes EX vers la droite, donc c'est bien le vecteur unitaire qui va de l'origine du ressort vers le point de fixation, vers le point d'application de la force, donc du point de fixation vers le point d'application de la force, donc ça marche. Vous avez la force de frottement fluide qui s'écrit moins h dx sur dt EX, donc moins h fois la vitesse. Puis comme ça se déplace uniquement dans ce sens-là, on va avoir cette force de frottement fluide. Vous allez voir qu'en fait on va retrouver notre haut-parleur. Et puis vous avez la force de la place qui va apparaître. Alors comme j'ai un E de t qui est dans ce sens-là, je vais prendre le I de sorte que ce soit en convention générateur pour pouvoir raisonner tranquillement, à la limite peut-être plus tard sur des puissances ou des choses comme ça. Donc le I va par là. Alors je vous dis un ingrédient essentiel, il est toujours là, donc on finit par l'oublier, mais il ne faut pas, parce que sinon ça ne marche plus, qui est le champ magnétique. Et avec un I qui descend dans cette direction, un champ magnétique qui va vers vous, vous avez une force qui va avoir tendance, une force de la place, qui va avoir, quand le I est positif, tendance à aller vers la gauche. Donc cette force de la place va être en moins IBL EX sur ce barreau. Voilà, j'ai les trois. Donc si je fais la projection sur EX de mon système, je me retrouve avec M d2x sur dt2. Alors on veut déterminer l'équation du mouvement, donc on va garder une expression avec x, m dx sur dt2 qui est égal à moins kx moins h dx sur dt et moins ibl. Il me faut encore l'avoir le i, et donc pour ça je vais utiliser Faraday. Pour utiliser Faraday, j'ai besoin d'avoir le vecteur surface. Vu comment ça tourne comme ça, je vais avoir un vecteur surface qui gentiment va être vers le haut. Donc le flux s'écrit B scalaire S, donc c'est simplement le champ multiplié par la surface. Et la surface, c'est L
fois cette longueur, et cette longueur-là, c'est A moins X. D'après Faraday, qui est effectivement écrit là, le E induit là-dedans va être égal à moins dφ sur dt. Donc, moins BL, la dérivée de ça c'est moins dx sur dt, moins par moins ça fait plus, BL du coup dx sur dt. Avec le A que j'ai introduit ici, qui était, sauf erreur, pas donné dans l'énoncé, n'intervient finalement pas du tout, et donc on n'en a pas besoin. Voilà, vous dessinez votre circuit équivalent, pour lequel vous avez le générateur E qui est imposé, la résistance R, le I tel qu'on l'a pris, et du coup ça impose le sens dans lequel vous allez mettre le E induit. Et vous avez comme équation que E de t plus le E induit, donc BL dx sur dt, doit être égal à RI. Et donc I va varier au cours du temps en suivant cette équation-là. Et donc on peut le remplacer ici. Alors je vais tout de suite, vous voyez que ce I il va s'écrire E de t sur R, ça c'est le terme habituel, plus BL sur R dx sur dt. Donc quand on le remplace là-dedans, ça me donne moins kx, moins h dx sur dt, moins EBL sur R, et moins BL carré sur R dx sur dt. Donc en mettant tout du même côté et en divisant par la masse, je me retrouve avec la dérivée seconde de x, plus un terme en dérivée première qui a deux choses à l'intérieur, le h sur m et le BL carré sur mr, donc un terme qui est dû à l'induction, un terme dû au frottement fluide extérieur, dx sur dt, plus k sur m x, ça c'est le terme d'oscillateur harmonique, qui est dû à l'élastique, au ressort que vous avez ici, et le tout va être égal à ce qui me reste, c'est-à-dire BL sur MR, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai divisé par M, fois le E de T, ça c'est le forçage sinusoïdal qui a lieu dans mon système. Donc, ça conclut la question qui était juste de déterminer l'équation du mouvement et pas forcément de le résoudre. Alors dans l'exercice 13, on va de nouveau s'intéresser à un rail de Laplace avec une résistance R et on va développer un petit peu ce qui a été entrevu dans l'exercice précédent en prenant un système un peu moins complet et un peu moins compliqué. Vous avez votre barreau. Il y a une position 0 et puis une position X ici du barreau. On a une vitesse V qui va dépendre du temps. On a ici la longueur petit l. Une résistance R, les X dans cette direction-là, les Y là, le Z qui monte. Chose bizarre, ils mettent un B vers le bas. Bon, soit, c'est pour changer. Donc, étant donné que j'ai X dans ce sens, Y dans ce sens, j'ai bien Z vers le haut normalement. Et donc ce B, c'est moins BEZ. Soit. E de T pousse dans ce sens-là, donc on va définir un I qui va tourner dans cette direction-là. Tiens, c'est drôle. Ça va justement vous faire une orientation de sorte que le vecteur surface soit lui aussi vers le bas. Donc ça, c'est intéressant pour les calculs. Et puis voilà, avec tout ça, on se retrouve avec les équations électriques et mécaniques à déterminer. Donc on a une équation électrique, par exemple. Donc pour écrire l'équation électrique, on a besoin de calculer le flux. Le flux, c'est B scalaire S. Et vous voyez que ça va être, si on appelle de nouveau A
cette distance-là, ça va être B fois L fois A plus X là-dedans. Donc là, j'ai mon expression du flux. Le E induit dans mon système, ça va être par la loi de Faraday moins dφ sur dt. Donc ça s'écrit moins BL dx sur dt. Donc moins BLV, puisque finalement on vous demande de tout exprimer en fonction de V. Quand j'écris mon équation électrique, vous avez le E de T qui est là. On a la résistance R qui va être comme ça. Étant donné que j'ai orienté I dans cette direction-là, ça veut dire que le E induit va être là. Et donc l'équation électrique s'écrit E plus E induit qui est égal à RI. Et ça me permet d'avoir une expression de I qui est E de T sur R moins BLV sur R. Donc là, on a une expression explicite du I. Si on regarde l'équation mécanique, de nouveau, il va s'agir de faire une RFD projetée selon EX. Avec le courant qui descend comme ça, le champ magnétique qui est vers le bas, ça me donne une force qui va être cette fois-ci vers la droite. Donc la force de la place, hop, elle va être ici vers la droite. C'est la seule force qui s'exerce suivant EX. Donc je me retrouve avec, en projection sur EX, mdv sur dt égale IBL. Et donc un E de T BL sur R moins BL au carré sur RV. De nouveau, hein, vous avez ce terme en BL carré qui intervient, qui notamment, ce qui est important, c'est le B carré, donc ça ne dépend pas, enfin, l'effet des forces de la place sur la vitesse ne va jamais dépendre du sens du champ magnétique, finalement, dans votre système. Donc voilà, on a l'équation mécanique, alors on peut l'écrire joliment, dv sur dt plus bl au carré sur mr est égal à bl sur mre avec le forçage qui va correspondre à ça. Une équation électrique, une équation mécanique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande d'en déduire les fonctions de transfert. Alors, une fonction de transfert, je rappelle, c'était dans le cours sur le filtrage. La question était de savoir, si je mets quelque chose en entrée, en l'occurrence une tension, qu'est-ce que j'ai en sortie? Et là, j'ai deux choses qui peuvent m'intéresser d'un point de vue électrique et mécanique. D'un point de vue électrique, c'est le courant que je vais avoir en sortie, et d'un point de vue mécanique, c'est la vitesse que j'aurai en sortie. D'ailleurs, j'ai oublié une vitesse. Merci Roméo, c'était pas obligé. Donc, je me rends compte que si je passe dans le monde des complexes, donc si je souligne tous mes petits systèmes, la dérivée de la vitesse, ça va s'écrire j oméga. Donc là, en fait, GV complexe, facteur de j oméga plus BL sur MR, avec le BL, juste le BL au carré. Donc ça, ça bouge pas, qui va être égal à BL sur MR E. Et je veux obtenir du coup la fonction de transfert V sur E. V, je divise par E. V sur E, qui est mon H1 complexe, ça va être le contraire, BL sur MR divisé par BL carré sur MR plus J oméga. Et comme d'habitude avec les fonctions de transfert, j'aime bien faire apparaître du 1 plus quelque chose. Donc je divise par BL carré sur MR. Il y a les MR qui se simplifient. Il va me rester en haut du 1 sur BL divisé par 1 plus J oméga sur un certain oméga C avec oméga C. C'est justement le BL carré sur MR. J'ai ma pulsation de coupure
qui va intervenir et donc ma fonction de transfert. Là, c'est intéressant. Ce qu'on voit, c'est que vous avez ici un filtre passe bas. C'est-à-dire que là, vous avez un résultat qui, à basse fréquence, vous donne une vitesse qui va rester constante. C'est-à-dire que vous lancez votre truc, vous le laissez partir, c'est typiquement l'exercice 11 qu'on a fait tout à l'heure, on tend vers une vitesse limite. Voilà. Et à haute fréquence, vous allez avoir des oscillations qui sont tellement rapides que la vitesse tend vers 0 et donc vous bougez quasiment pas non plus si vous intégrez une fois de plus et vous vous retrouvez avec quelque chose qui reste nul quasiment et qui bouge pas parce que à cause de l'inertie, chaque fois que le courant est positif, vous allez le pousser vers la droite, mais tout de suite après, le courant redevient négatif, donc vous allez vous ramener vers la gauche, et votre barreau a jamais le temps d'acquérir de la vitesse avant d'arriver à cet état-là. Bon, pour H2, il suffit de regarder ici, on veut I sur E, donc finalement c'est I sur E, ici c'est mon H2, et vous voyez que ça vaut 1 sur R moins BL sur R, V sur E, c'est-à-dire H1. Et donc c'est 1 sur R moins, alors BL sur R, il me reste 1 sur R, facteur de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C, avec le même oméga C. Quand je le mets en facteur, les 1 se simplifient, alors j'ai toujours du 1 sur R en facteur et j'ai du J oméga sur oméga C divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Là, ça m'apprend quoi? Alors, notez, déjà, c'était déjà le cas pour l'autre avant, que les fonctions de transfert qu'on a ici sont dimensionnées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sans dimension. Là, vous avez un rapport 1 sur R, c'est normal pour une intensité divisée par une tension. Et deuxième chose, quand oméga tend vers 0, ici, par contre, j'ai un filtre passe haut, ça ne passe pas à oméga qui tend vers 0. On avait vérifié dans l'exercice 11 que quand oméga tend vers 0, c'est-à-dire vous aviez le courant qui tendait vers 0 à l'infini à mesure que vous atteigniez votre vitesse limite. Donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose, quand vous êtes à l'infini, justement, vous avez un filtre, ça passe, et donc vous avez un rapport, un courant qui est quasiment, qui suit celui-ci. Pourquoi? Parce que comme le barreau ne bouge quasiment pas, la surface ne varie quasiment pas, il n'y a rien qui est induit, on se retrouve simplement avec un générateur E qui alimente une résistance R, et donc un courant E sur R à l'intérieur, tout à fait normal. Alors la dernière question, la question 4, je ne vais pas la faire, puisqu'en fait c'est l'exercice 11. C'est à partir des fonctions de transfert, vous pouvez résoudre pour obtenir, ça revient à un échelon de tension, il faut revenir aux équations différentielles et les résoudre en disant que le E de t ici c'est un E0. Donc ça on l'a déjà fait, je vous rapporte à l'exercice 11 qui est un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Bien, alors cet exercice 14 comporte trois ingrédients intéressants qui change de ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les fameux rails de Laplace. Alors il y a toujours le barreau qui se déplace sur une partie métallique qui lui sert de rail, ça reste. En revanche, le déplacement, plutôt que d'être gentiment une translation, est maintenant une rotation. Et deuxième chose, plutôt que de mettre une résistance dans le circuit, vous avez ici un condensateur. Bon, alors avec ces informations-là, on va essayer de voir ce qu'on peut tirer de notre système. Alors, première question, déterminer la force électromotrice. Force électromotrice, qui dit force électromotrice, dit forcément Faraday. L'énoncé vous impose un sens positif qui tourne dans ce sens-là. Donc, s'il tourne dans ce sens-là, ça veut dire que le vecteur surface est dans le même sens que votre champ magnétique, et donc le flux qui s'écrit B scalaire S, puisque B est uniforme sur l'ensemble de la surface, ça va être B fois la surface. Bon, alors la surface, on va dire que c'est cette surface-là, donc qui prend tout ça. Donc B, c'est la surface S0, auquel on soustrait la surface qui correspond à cette tranche de camembert ici.
À la surface d'une tranche de camembert, c'est facile. Vous avez un cercle, 6 pi r carré. Un demi-cercle, ça va être pi r carré divisé par 2. Un quart de cercle, c'est pi r carré divisé par 4. Si vous avez un angle θ, qui est une fraction θ sur 2pi d'un cercle entier, ce sera θ divisé par 2pi multiplié par pi r carré. Donc, ça va être la même fraction du cercle entier qui va avoir cette expression-là. Le R en question, alors c'est le rayon. Alors le R est mal choisi parce que si jamais on a une résistance qui se balade, donc ils l'ont appelé L. Donc il peut tourner comme ça autour de son axe et il ne me semble pas, on négligera les chutes de tension sur les parties résistives. Voilà, on néglige la résistance et la partie auto-induction, donc le L et le R qui peuvent être à l'intérieur de votre système. Bon, alors maintenant qu'on a ça, on peut déterminer E, le E induit par Faraday. De toute façon, il n'y en a pas d'autre ici. Ça va être du moins dφ sur dt. Le B, il est constant. Et puis là-dedans, vous voyez qu'il y a le pi qui disparaît. Il y a du L carré sur 2. Et je me retrouve avec moins par moins qui fait plus la dérivée de θ, donc θ point. Donc on a une force électromotrice qui fait intervenir θ point. Alors, pour avoir le courant I qui circule dans le circuit, il suffit de faire votre schéma équivalent. Vous avez votre condensateur, vous avez le courant qui circule dans ce sens-là, et donc vous avez la force électromotrice E que vous avez imposée à votre circuit. Bon, et alors, il nous faut maintenant la loi pour le condensateur. Vous savez que I, c'est C dUC sur dt, ça permet de réviser des vieilles choses, et UC, c'est le E en question, donc ça va être C dE sur dt. Donc je me retrouve avec un courant I qui fait intervenir BL carré sur 2 fois la dérivée de θ, donc θ point point. Voilà, donc on a un courant qui est directement proportionnel à l'accélération angulaire qu'il y a dans votre circuit. Bon, calculez le moment résultant par rapport à l'axe OZ qui est comme ça, des forces de Laplace. Les forces de Laplace. Donc vous avez un courant qui se balade comme ça. I vectoriel B, ça fait une force de Laplace qui va avoir tendance à vous faire tourner dans ce sens-là. Donc là, j'ai la force de Laplace. Et étant donné que cette force est uniforme sur tout le barreau, le moment revient à calculer le moment par rapport au point d'application qui va être le milieu du barreau, donc en L sur 2. Votre bras de levier, c'est L sur 2. Votre FL, c'est IBL, avec le L en entier. Et j'ai encore besoin, on a besoin de quoi? On a juste besoin du signe, et vous voyez que ça vous fait tourner dans le sens horaire et non dans le sens trigonométrique. Donc le moment projeté sur OZ, qu'ils ont choisi de noter simplement M, comme ça, des forces de Laplace, ça va être le bras de levier, L sur 2, fois la force, donc la norme de la force, IBL, en supposant le I positif, et avec un moins, avec I positif, on a un moins étant donné que ça me fait tourner dans le sens anti-trigonométrique. Donc, ce moment, je peux remplacer le B, vous voyez que je retrouve du BL carré sur 2 au carré, avec un moins et un θ point point, et attention, j'ai oublié, en m'étant concentré sur la dérivée, j'ai oublié de multiplier par la capacité du condensateur. Donc j'ai un moment qui s'exprime de la sorte. Calculer la pulsation des petites oscillations du pendule. Alors, pour avoir les petites oscillations du pendule, il faut faire un théorème du moment cinétique. Et si je prends mon théorème du moment cinétique, bien sûr, je vais le mettre par rapport au point O, même par rapport à l'axe qui passe par O, l'axe OZ. Et qu'est-ce que je vais avoir comme autre force? Il y a le moment qui est dû aux forces de Laplace, mais il y a aussi le poids. Et le poids, lui, il va être comme ça. Le moment
le théorème du moment symétrique qui va s'écrire le moment cinétique, le moment d'inertie fois θ point point, donc J fois la dérivée de θ point, qui va être égal au m que j'ai calculé tout à l'heure, plus le moment du poids par rapport à OZ. Et ce moment du poids, donc le moment m, il s'écrit moins BL carré sur 2 au carré C θ point point. Et le moment du poids, c'est, je vais déterminer le signe après, mais j'ai le bras de levier ici qui vaut du L sur 2 sinus θ, que je multiplie par la norme du poids, c'est-à-dire mg, et puis vous voyez que ça vous fait tourner dans le sens horaire, et donc il y a un moins aussi. Donc j'ai jθ point point, qui s'écrit comme ça. L'équation différentielle peut du coup se factoriser en mettant les deux termes en θ point point ensemble, plus mgl sur 2 sinus θ égale 0. Petite oscillation, ça veut dire que sinus θ c'est à peu près égal à θ. Donc je me retrouve avec un oscillateur harmonique en θ point point plus oméga 0 carré θ égale 0, où le oméga 0 carré, il s'écrit mgl sur 2 divisé par ce terme-là. J'ai encore oublié le c dans la bataille, puisque j'allais vous dire que le condensateur agit comme une inertie supplémentaire dans le système, puisqu'il va essayer de continuer le mouvement tel qu'il est en train de se faire. Et eh bien, il faut bien que le condensateur apparaisse quelque part si on veut que ça puisse agir comme inertie. Et puis l'énoncé vous fournit gentiment l'expression du moment d'inertie, ici en ml carré sur 3. Bon, et alors si on remplace le condensateur par une bobine, c'est-à-dire au lieu d'avoir un condensateur, ici j'ai une bobine L. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien au niveau de la loi de Faraday. La loi de Faraday, elle dépend juste de la surface, du mouvement de θ, donc il n'y a pas de souci. En revanche, ça change ici. Dans la bobine, j'ai quoi? J'ai que U, c'est LDI sur dt. Donc en fait, on n'a pas une information sur I, mais on a une information sur la dérivée de I. Donc on aura comme information que LDI sur dt sera égal à cette force électromotrice et donc à BL carré sur 2 dθ sur dt. On va supposer que le courant est nul quand θ est égal à 0, mais vous en déduisez par intégration que là j'ai du BL carré sur 2L fois θ, c'est-à-dire que j'ai un courant qui est proportionnel à θ. D'où un moment ici qui va s'écrire moins BL carré sur 2, ça ne change pas, mais je multiplie par I, donc BL carré sur 2L θ. Donc au lieu d'avoir un θ point point et un C, j'ai un θ et un sur L. Donc finalement, c'est la seule chose qui va changer. J'ai aussi un moins, c'est-à-dire que là, j'aurai du BL carré sur 2 au carré θ sur L. Et donc ce terme-là, plutôt que d'intervenir dans la dérivée, il va intervenir ici en plus dans le terme en θ. Donc j'ai mon terme en θ et mon oméga 0 carré. Plutôt que de faire apparaître ce terme supplémentaire dans la dérivée, va vous faire intervenir le BL carré sur 2 au carré fois 1 sur L. Et donc, on a là l'aspect plutôt à force de rappel avec une bobine, alors qu'on avait un aspect inertiel inhérent à l'utilisation du condensateur.